Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, ton podcast d'actualité média qui a toujours un poil d'avance sur les autres à l'enregistrement mais un poil de retard à sa sortie. Pour m'accompagner dans ma frustration, j'ai devant moi le Riri, le Fifi et le Loulou combiné de la bande à Picsou. Comment vas-tu mon cher David ? Eh ben écoute, David, tu as regardé le premier épisode de Peacemaker, Oui. donc je vais bien. Les deux premiers même. Oh là 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 là. Ah ouais. Mais Et que de bonnes nouvelles en cette fin de mois d'avril. Aujourd'hui, on aura nos habituelles news, notre sujet parlera des nominations de Cannes, et on aura bien évidemment ta chronique télévision. C'est parti. Alors pour les news, c'est toi qui commences mon cher David avec un film, gigantesque. Monstrueux. Je suis hyper hypé parce qu'une bande-annonce est arrivée par hasard au milieu de la nuit la semaine dernière. Nous annonçant la suite du Monsterverse, inauguré en 2014 par Universal et Legendary Pictures avec Godzilla de Gareth Edwards, puis en 2017 on a eu Kong Skull Island, 2019 Godzilla Roi des Monstres, et enfin en 2021 Godzilla vs Kong, sorti chez nous uniquement en direct to DVD, direct to vidéo, puisque, il faut le rappeler, il est sorti en plein Covid. Et il se trouve que ce film avait été la bonne surprise chez Universal, puisqu'aux États-Unis il y avait eu une double sortie. Malheureusement, on n'y a pas eu le droit chez nous, il est sorti en salle aux États-Unis. Et il avait cartonné. Alors, cartonné, il faut remettre les choses dans son contexte. En temps de Covid et avec un public qui avait complètement déserté les salles, c'est le film qui a fait retourner les gens au cinéma aux États-Unis. Fort de ce succès, on nous annonçait plus ou moins un Kong Skull Island 2 qui se sera appelé le fils de Kong. Et bien finalement c'est un Godzilla vs Kong 2 qui devrait sortir le 15 mars 2024 au cinéma, et le sous-titre de ce film c'est The New Empire. Alors Godzilla et Kong se sont quittés, pour ceux qui ont vu le dernier film, plutôt en bons termes on va dire, et là visiblement ils vont peut-être devoir faire face ensemble à ce que le synopsis officiel du film appelle une menace inconnue et colossale qui va mettre en péril l'existence des titans ainsi que celle de l'humanité. On voit donc à la fin du teaser, d'ailleurs, les crânes de Godzilla et Kong qui apparaissent. On ne sait pas qui est cette espèce de grand singe méchant, mais il pourrait s'agir d'un des ancêtres de Kong. C'est Adam Wingard, qui était le réalisateur de Godzilla vs Kong, qui devrait être aux manettes de ce film. Au casting, il devrait y avoir Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rachel House, Fala Chen. On ne sait pas si Kyle Chandler ou Miley Bobby Brown seront toujours de l'aventure. En tout cas, j'ai bien conscience que c'est une saga qui peut ne pas convaincre tout le monde. Moi, à titre personnel, j'ai grandi avec Godzilla. Il y avait un dessin animé dans M6 Kids à l'époque, l'après-midi, que d'ailleurs j'aimerais revoir. Il y en a des petits bouts sur YouTube. Ouais. J'aimais beaucoup ça, et surtout j'avais le jeu vidéo sur GameCube. Et pour moi, c'est hyper jouissif de voir tous les personnages. Je pense ça va pas parler à ceux qui connaissent pas l'univers, mais King Ghidorah, Rodan, Mothra, qui étaient des personnages que j'avais seulement vus en dessin animé ou dans un jeu vidéo apparaître à l'écran. J'ai conscience que ça a pas mal de défauts, mais moi je suis archi fan. Vraiment, c'est mon plaisir. Je sais pas si vous dire coupable, mais Godzilla, Kong Skull Island, pour moi c'est le meilleur d'ailleurs de la saga. J'ai adoré ce film, même si je suis plus attaché au monstre qu'à Godzilla, et j'avais une hype de malade mental quand j'ai vu la bande annonce. Et vivement mars 2024. C'était frustrant en fait de pas avoir eu le dernier sur grand écran, parce que pour le coup c'est un peu comme Pacific Rim, c'est le genre de blockbuster qui, quand on le voit sur grand écran, il y a quand même une plus-value dans le fait de voir ces monstres s'affronter. Donc j'ai vraiment hâte d'être en 2024, 15 mars aux États-Unis. Chez nous, ça peut être un tout petit peu avant, un tout petit peu après, mais en tout cas, d'ici un petit peu moins d'un an, on devrait avoir sur nos écrans le retour de ces deux monstres légendaires. Avec joie, parce que c'est vrai que le grandiose, ça fait toujours plaisir au cinéma, quoi. C'est vraiment du truc, c'est de l'énormissime en fait, et c'est vrai que sur grand écran, ça rend toujours bien. Ma news à moi, c'est l'annonce de l'avant-première mondiale au festival d'Annecy du dernier DreamWorks. Alors ça s'appelle Ruby, l'ado Kraken, et ça sera présenté le 15 juin pour une sortie nationale le 28. Ce sera l'occasion aussi pour le studio de présenter les Trolls 3 et de proposer en plein air une séance de notre bien-aimé, le Chapeauté 2. Cette news, c'est aussi l'occasion de revenir sur ce studio qui sort quand même sa deuxième nouvelle licence en 2 ans. On n'oublie pas les Bad Guys qui étaient sortis peu de temps après la réouverture des cinémas. Là où certains studios d'animation se cramponnent finalement aux suites, même si on a appris qu'Élémentaire, du coup le prochain Pixar était une nouvelle licence. Le pari c'est quand même assez risqué d'avoir choisi un style d'animation pour les Bad Guys et le Chapeauté 2 qui était un petit peu crayonné, un peu cel shading. Donc c'est un grand merci que je voulais faire à ce studio là, parce que depuis Shrek, finalement premier du nom, il y a quand même eu très peu de ratés pour le studio. C'est quand
quand même ceux qu'on fait Dragon, donc on a les Shrek, Chapeauté, Kung Fu Panda, exactement. les 5 légendes que j'adore. Oh là, les 5 légendes, mais c'est extraordinaire. Si on pouvait avoir une suite aux 5 légendes, messieurs et mesdames de chez DreamWorks, ça serait vraiment, vraiment très sympathique. Voilà, c'est une news très courte, mais en tout cas, je vous invite. Alors, je vais être franc, la bande-annonce de Ruby la Dog Kraken ne me donne pas très envie, mais je dois avouer que DreamWorks me réserve toujours de belles surprises. Donc, je pense de toute façon aller en salle pour aller y jeter un coup d'œil, parce que je pense qu'il y a des originalités qui ne sont pas annoncées dans la bande-annonce, et ça me donne quand même très très envie. On va passer tout de suite à notre sujet principal. On va assez vite dans cette émission, mais c'est parce qu'on vous en prépare beaucoup, étant donné qu'on ne sera pas là la semaine prochaine, mais que vous, par contre, vous aurez une émission. Donc vous allez voir, les émissions seront un petit peu plus courtes, mais on a énormément de choses à vous dire. C'est parti pour le sujet principal. Le Festival de Cannes va se tenir cette année du 16 au 27 mai 2023, et alors que des menaces de syndicalistes EDF menacent de couper le courant pendant la projection, la programmation est tout de même tombée, et nous allons vous en parler. Alors bien entendu, nous n'avons vu aucun des films présentés à Cannes, car on vous le rappelle, les Césars récompensent des films déjà sortis, et Cannes, c'est l'inverse. Alors mon cher David, je vais te donner une liste de films que tu vas me dire oui, je ne connais pas, et pourtant j'ai préparé pour chaque réalisateur et réalisatrice une liste de films qu'ils ont déjà fait, qui pourra peut-être te guider sur certaines choses. On aura tout d'abord Club Zero de Jessica Auner, qui a fait Little Joe et Amour Fou. Alors Little Joe, c'était cette femme rousse, voilà, dans un champ. Essaye de visualiser l'affiche. Hein. The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui a fait Under the Skin avec Scarlett Johansson. Fallen Leaves de Aki Kurosmaki, qui a fait Le Havre ou De l'autre côté de l'espoir, qui lui est un petit peu plus connu. Les Fidolfa de Kauter Benania, qui a fait L'homme qui a vendu sa peau en 2019. C'était la suite de L'homme qui a vendu son slip, je crois. Exactement, voilà, tout à fait, pas la même ambiance. Alors, Asteroid City de Wes Anderson, on ne le présente pas, hein, forcément. Pas confondre avec W.S. Anderson, toujours, hein, pour notre ami Fabien. Exactement, c'est important, c'est pas tout à fait le même genre de cinéma. C'est pas le même genre de cinéma, tout à fait. Anatomie d'une chute de Justine Triet, qu'on connaît pour Sibylle, ou encore Victoria, le film qui avait lancé la carrière de Virginie Efira, du côté un petit peu plus pointu et arrêté. Monster de Koreeda, Hirokazu, qui a fait Les Bonnes Étoiles l'année dernière, tout simplement. On a Il Sol del Avvenire de Nanni Moretti, qu'on connaît pour Trepiani l'année dernière. Le Colibri aussi, donc, qui va sortir dans quelques semaines, donc réalisateur très prolifique. L'été dernier de Catherine Breillat, qui avait fait Abus de faiblesse en 2013. C'est un film très controversé parce que malheureusement son scénario ne plaît pas à tout le monde, puisqu'il s'agit d'une mère qui tombe amoureuse de son beau-fils. Voilà, et qui va tromper son mari avec le fils de son mari, donc c'est un peu compliqué. L'été dernier, donc ça je viens de vous le dire, Kuru Otla Ustune, je suis désolé pour mon accent, de Nuri Bilge Ceylan, qui avait fait Winter Sleep, qui a été vainqueur en 2013. Chimera de Alice Rohrwacher, qui avait fait Heureux comme Lazzaro. Je sais pas si tu vois à peu près l'affiche que ça représente, voilà. Bon. Vous derrière, à mon avis, vos écouteurs, vous voyez de quoi je parle. La Passion de Dodin Bouffant, de Tran Han Young. Je suis vraiment désolé. Avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Voilà, c'est un réalisateur qui fait que des films en France. Rapito de Marco Bellocchio, qui avait fait Le Traître en 2019, qui était sorti, je crois, en direct ou DVD, justement pour une histoire de pandémie, encore une fois. May December de Todd Haynes, qui avait fait Dark Waters, que tu avais beaucoup aimé, il me semble. Ah, ça c'est vrai. Jeunesse de Wang Bing, qui est absolument inconnu au bataillon, hein, c'est pas un titre de film, je sais que je ne connais pas je vois pas qui c'est. The Old Oak de Ken Loach, qui avait fait Daniel Blake, La part des anges, Sorry We Missed You, on le connaît bien, Ken Loach. C'est un habitué du festival. Banele Adama de Ramata Tuleisi, c'est son premier film. Perfect Days de Wim Wenders, donc là c'est pareil, il est assez connu, il avait fait Le Pape François, un homme de parole, il avait fait également Le Sel de la Terre, et puis ensuite Firebrand de Karim Eynouz, qui est aussi inconnu au bataillon pour ma part. Pour Wim Wenders, Les Ailes du Désir sont tout film à fait, le plus connu. Complètement, tu as entièrement raison, j'avais oublié de le citer. Donc voilà, c'est une liste qui est vraiment touffue, hein, forcément, alors vous allez devoir vous repasser plusieurs fois le podcast, ça nous arrange, ça nous fera plus d'écoute, pour pouvoir écouter tous les titres de films, mais voilà, pour vous dire qu'il y a des habitués, hein, comme d'hab, on entend parler forcément de Kurosmaki, de Wes Anderson, de Wim Wenders, qui sont des habitués du festival. On a également des nouveaux réalisateurs, dont un dont c'est le premier film, donc c'est quand même intéressant de voir. Incroyable, on se met à sa place, hein, ça doit être dingue ça doit être de fou. Faire un film et directement de se retrouver à Cannes. Et c'est bien marqué sur le site internet, hein, c'est bien marqué que c'est son premier film, comme quoi c'est vraiment exceptionnel. Alors nous, notre but, ça va
pas forcément être de vous parler de cette sélection de films, mais aussi de vous parler de la sélection qui est sur le côté, c'est-à-dire la sélection non officielle, la sélection qu'on appelle hors compétition, puisqu'on aura Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold. Alors on avait l'année dernière Top Gun Maverick, qui avait été présenté en avant-première exclusive, et on aura également, et ça c'est une grande nouveauté, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Et pourquoi c'est une nouveauté? Puisque le film est un film Apple TV+, et que normalement il ne sortira pas au cinéma chez nous. En tout cas, c'est pas encore dans les cartons. C'est prévu aux États-Unis, mais encore les accords sont différents. Ouais, les accords sont différents. Je dirais qu'il faut pas fermer la porte. Non. C'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas fait. Ça voudrait dire qu'Apple TV laisserait justement une porte fermée pour elle pendant la durée de la chronologie des médias si elle décidait de le passer au cinéma. Mais Thierry Frémont a annoncé que le film était tellement bon qu'il voulait le présenter à Cannes, malgré le fait qu'il a été fait par une plateforme. On sait que Thierry Frémont est assez réfractaire au fait de mettre des films de plateforme en compétition, ce qui est pour certains dommage et d'autres plutôt juste. Et en séance de minuit, on aura le dernier film de Just Filippo qui a fait donc cette année Acide et qui avait fait La Nuée en 2019 ou 2020 c'était pendant le Covid, je crois. Ah oui, 2021 alors. Ouais, ça doit 2021. Être la reprise des ouvertures. Voilà. Et ensuite, en Cannes première, on aura Kubi de Takeshi Kitano. Alors ça, c'est vraiment un régal pour moi parce que j'adore. J'ai fait mes études supérieures, ma licence de cinéma, vraiment avec Takeshi Kitano. J'ai vu toute sa filmographie et donc là, il revient avec Kubi. Voilà, je ne connais pas c'est pas Kubi, il revient avec un Kubi ténère de vin rouge. Il a rapporté son vin japonais. Non, le film s'appelle Kubi, Kubi, et on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et ensuite, on aura forcément des séances spéciales avec des réalisateurs un petit peu plus connus et méconnus. Donc voilà, on va faire le point avec vous. On vous a donné beaucoup de listes de films, beaucoup de réalisateurs aussi, beaucoup de noms. Mais on vous invite de toute façon à commenter avec nous sur les réseaux pour nous dire ce que vous avez, ce que vous êtes impatient de voir. Il y a des films qui sortiront quelques semaines après le festival, comme par exemple Asteroid City de Wes Anderson qui a déjà eu sa bande-annonce de sortie, qui sortira quelques semaines après, et d'autres films par contre qui n'ont même pas encore de date, comme tous les ans avec Cannes. Voilà, il y a des films qui ne sont pas encore prévus et qui seront achetés par des distributeurs après leur diffusion au festival. Et c'est toujours très intéressant d'ailleurs de voir comment réagissent les gens après leur visionnage du festival. Nous n'avons pas la chance d'y aller, c'est bien dommage, toi et moi nous travaillons. Et ça nous empêcherait pas de travailler là-bas, tu vas me dire, mais pourquoi pas une année. Ah, ça serait sympa. Voilà, on va essayer de se faire financer ça. D'ailleurs, on ouvre une cagnotte Ulu pour la. Non, je rigole. Voilà, qu'en penses-tu toi de ce festival de Cannes? Est-ce que tu es impatient de voir ces films-là ou est-ce que ça te tente moins? Comme tous les ans, pour moi, c'est une fantastique bouffée d'enthousiasme en fait. Ça me donne hyper envie. Alors évidemment, il y a des noms qui ressortent du lot et le premier pour moi, c'est Wes Anderson. Complètement. Parce que vraiment, ce réalisateur. Je l'adore, il y a vraiment très peu de choses qu'il a fait que j'ai moins aimé, et même son dernier French Dispatch, moi j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Wim Wenders également, Coris Maki, c'est quelqu'un qui effectivement m'a aussi beaucoup marqué. J'ai oublié le nom du réalisateur de Dark Waters, Todd Haynes, voilà, que j'adore également. Donc c'est vraiment l'enthousiasme, c'est l'envie d'être là-bas forcément pour voir les films, mais se dire que Jeanne du Barry va être diffusée dans notre salle de cinéma et dans beaucoup de salles le jour de l'avant-première à Cannes en même temps que Cannes, et ça je trouve que c'est une super belle, très belle initiative de permettre à la France entière de pouvoir découvrir rapidement ce film. Et puis effectivement il y a tout le dispositif, on en parlera tout à l'heure dans ma chronique télé, mais de France Télévisions qui va être à Cannes, qui va permettre vraiment aux gens de suivre la quinzaine au plus proche. Cannes, je l'avais dit il y a 2 ans quand on en avait déjà parlé dans Critflix, c'est le moment de l'année, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films qui y sont présentés. On a toujours cette image élitiste, cette image bling-bling qui n'est pas fausse à certains points de vue, mais néanmoins, c'est 15 jours pendant lesquels on ne parle pas. Il n'y a pas un autre moment dans l'année où on parle autant de cinéma. On l'a dit, France Télévisions va aussi augmenter, ça, on n'a pas encore le programme, mais augmenter sa programmation de cinéma à la télé pendant ce temps-là. C'est vraiment la fête du cinéma, en fait, le Festival de Cannes. Beaucoup plus que les Césars ou les Oscars, qui sont des événements fixes. Les Césars, on en parle, c'est le vendredi soir, on en parle le week-end, et c'est presque oublié la semaine d'après. Les Oscars aussi, on retient 1 ou 2 noms de vainqueurs, mais comme à la Croisette, il n'y a que 1 ou 2, 3 films en compétition officielle présentés tous les jours, on est vraiment focus sur ces films-là. Donc on a le temps vraiment d'en entendre parler, de se renseigner. Ça donne aussi aux gens l'envie d'aller en salle. Et pour moi, c'est un événement qui est vraiment indispensable au cinéma, d'autant plus de nos jours où on dit que les gens y vont de moins en moins. On a la chance que ce ne soit pas tout à fait le cas chez nous, mais néanmoins,
C'est vraiment un gros coup de projecteur, c'est le cas de dire, sur le cinéma pendant 15 jours, et ça c'est chouette. Ouais, complètement. C'est vrai que en fait, cette petite palme qu'on va avoir sur pas mal d'affiches tout au long de l'année, ça va permettre en fait de pas oublier le festival et de se dire ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même un film marquant. Ça a dû marquer puisqu'il a été sélectionné. Faut pas oublier, encore une fois, on le dit à chaque fois qu'on vous fait des résultats de festival, c'est pas parce qu'un film ne gagne pas qu'il n'est pas bon. Bien c'est sûr. justement s'il a été sélectionné, c'est que déjà de base il est bon, et ensuite la sélection fait que chaque palme est décernée au film qui est le plus méritant. Mais Oui. voilà, ça reste tous des très très bons films. Et alors, c'est la première fois qu'on s'en inquiète finalement de ce festival, puisque l'année dernière on avait fait juste les résultats, on n'avait pas fait les nominations. Je trouve que cette année, les noms des réalisateurs sont assez diversifiés. Je veux dire, Todd Haynes est un réalisateur américain qui fait plutôt des films sociétaux américains. On a Ken Loach, on va avoir Catherine Breillat qui est une réalisatrice française, Koreeda, donc on a le Japon. Donc il y a vraiment plein de choses différentes. Il faut savoir que cette année on a 6 réalisatrices, et c'est la première fois que ça arrive. Ça c'est chouette. 6 réalisatrices en course, et ça c'est vraiment chouette de voir qu'on est certainement pas sur un 50-50, mais qu'on a une très belle représentation déjà des réalisatrices au Festival de Cannes. Donc voilà, je trouve ça vraiment très bien, c'est une belle avancée encore une fois sur ce point-là. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement, comme tu le dis, ça tient sur toute l'année. Nous, on va diffuser La Femme de Tchaïkovski, qui, bon, alors certes, on l'a pas en sortie nationale, il est déjà sorti il y a quelques semaines, mais quand même, c'est un film de la sélection 2022 qui arrive là au moment où 2023 va sortir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous entraîne sur toute l'année. Et puis, je pense que tu le disais, on peut parler quand même des événements qui sont autour. L'année dernière, on se souvient de Top Gun. Là, Indiana Jones, c'est quand même le gros événement. Là, moi aussi, je suis un ultra fan d'Indiana Jones. Et vraiment, c'est quelque chose que j'attends énormément, cette clôture de l'ère Harrison Ford. Y aura-t-il une suite ? Ça, on se pose la question, à voir. Et puis, Elementary, on connaît déjà le film de clôture. Ça, c'est rarissime. En général, c'est pour ça aussi que nous, dans les salles, on peut pas le diffuser, parce que c'était souvent, pendant très longtemps, ces dernières années, c'est le film qui avait la Palme d'Or qui était diffusé aussi en clôture. Exact. Et là, on sait déjà que c'est Elementary, le prochain Disney Pixar. Petite polémique d'ailleurs autour de Disney, je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, sur le Star Talent bien sûr. Qui va venir faire du doublage. On pense notamment à Donald Renew, qui est remplacé par Vincent Lacoste. Là où Mario est quand même vanté dans le monde entier comme étant une VF qui a conservé ses acteurs. Alors attention, parce que les choix étaient sûrement déjà faits avant qu'on ait les échos de la qualité de la VF de Mario. C'est vrai que je vois des gens sur internet râler en disant on vous a prouvé avec Mario que le Star Talent c'était pas obligatoire. Exact, mais il faut savoir que tout ça a bien été enregistré bien avant, et où était déjà en enregistrement au moment où Mario est sorti. Donc on est qu'on n'est pas contre le Star Talent, parce que c'est quand même des acteurs qui font des formations pour pouvoir faire du doublage, mais c'est vrai qu'on a des talents de doublage tellement, on va dire, hauts ici en France, que c'est vrai que parfois on trouve un peu dommage d'avoir Adèle Exarchopoulos ou Vincent Lacoste dans ce genre de cas. Oui, bien sûr, et puis sans oublier que c'est ce que m'a dit un jeune avec qui j'en parlais hier, ça m'a fait rire, il m'a dit mais en fait de nos jours nous, Donald Renew, il est très présent sur Twitch, sur les réseaux, on connaît plus Donald Renew que Vincent Lacoste. Mais complètement, c'est vrai. J'adore Vincent Lacoste, c'est un super acteur, mais est-ce que chez les jeunes, est-ce qu'ils connaissent pas plus maintenant Donald Renew grâce à tout ce que le monde du doublage a apporté via les réseaux sociaux. Les gens connaissent tous maintenant les visages des doubleurs, et en fait l'argument de dire il faut que ce soit quelqu'un de connu pour aller faire la promo sur les plateaux, on se rend compte que c'est plus forcément vrai. Non. Évidemment, quand vous passez le dernier film de Danny Boone, La vie pour de vrai, vous allez inviter Danny Boone ou Cadmerade. Quand vous avez des star talent, c'est plus facile peut-être de les faire se déplacer sur un plateau, mais si vous regardez Combini par exemple, pour Mario, ils ont fait venir le doubleur de Mario, qui est aussi le doubleur de Pipin, Merry ou Pipin, je sais plus, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en fait, les comédiens de doublage font très bien aussi la promotion de ces œuvres-là. Ils ont plein de choses à dire. Et ils ont énormément de choses à dire, donc je suis pas contre le Star Talent, parce que il y a parfois où quand c'est vraiment des comédiens, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, c'est des comédiens. C'est vrai que Denis Brognard dans Crypto Super Chien par exemple, ou Antoine Griezmann dans Lego Batman, là c'est très discutable. Là, ce sont des comédiens, pas des comédiens spécialisés. On digresse beaucoup là du sujet principal sur Cannes, mais c'est intéressant, parce que Elementary en film de clôture, c'est un vrai événement. Ouais, complètement. On va juste, en parlant de film de clôture, on va repasser sur le film d'ouverture, mais cette fois-ci d'un certain regard,
puisque c'est vrai que j'avais oublié, mais le règne animal de Thomas Calais sera présenté, et Manuel Alduy, dans l'interview que vous pouvez écouter sur la chaîne de Critflix, nous avait parlé du règne animal, que ce serait un gros pari pour France Télévisions, qui a coproduit ce film, qui est un film véritablement porté sur tout ce qui va être fantastique. Ouais. Donc voilà, ça a sa place dans un certain regard, et j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne, parce qu'il n'a absolument rien dévoilé sur l'histoire du film pendant que je l'ai interviewé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Il avait l'air d'avoir hâte aussi de le montrer au public, donc, et c'est vrai que j'aime beaucoup souvent la sélection à certains regards, qui est un petit peu parallèle à la sélection officielle, et qui souvent montre de jeunes talents, et surtout des films un petit peu plus ambitieux dans leur scénario et parfois dans leur réalisation, donc ça peut être vraiment très très chouette. Enfin voilà, le sujet est vaste, on essaie d'essayer d'être le plus généraliste possible, parce qu'encore une fois on a assez peu d'informations, on n'en a pas plus que vous. Le but était surtout de vous en parler pour que vous l'ayez en tête, et puis attendre de toute façon le palmarès qu'on vous fera, qu'on dégrossira aussi, je pense. Évidemment à la fin du mois de mai, parce voilà. qu'il y aura plein de choses à dire. On n'en saura pas forcément plus sur les films, parce que, effectivement, comme on le disait, on les voit pas. Non. Effectivement, le film d'ouverture, on peut le voir, mais voilà, Annette avait eu un prix, par exemple, il y a 2 ans, c'était facile de débriefer Annette. Ouais. La Palme d'Or, on a pu la voir beaucoup plus tard. C'est ça. Donc, c'est toujours un petit peu ça qui peut être un peu compliqué. En tout cas, on vous invite à suivre. De toute façon, on va en parler tout de suite, mais France Télévisions a mis en place un système, un dispositif qui va vous parler de Cannes quasiment toute la journée, quelle que soit la chaîne sur laquelle vous êtes. Enfin, il faudra changer de chaîne en fonction, mais voilà, toutes les chaînes vont parler de Cannes à un moment ou l'autre dans la journée. On va vous en parler bientôt, et puis on va terminer sur ce sujet, passer directement à ta chronique télévision. Les audiences, mon cher David, quelles sont les audiences ces derniers temps ? Eh ben, c'est quelques millions de téléspectateurs devant la télé tous les soirs. Ah bah génial. Merci. Bon bah écoute, à demain. Bonne journée. Alors, on va revenir globalement sur les audiences de la dernière semaine de programme depuis qu'on a enregistré la précédente émission. Donc, ça va aller du mardi 18 avril au dimanche 23. Tout à fait. Et on va commencer par vous annoncer une bonne nouvelle pour nos copains de chez Energy 12. Ah. Puisque mardi dernier, Le choc des titans. 18 avril, et non Real Steel. Ah, rien à voir. Real Steel, mais que tu nous avais conseillé d'ailleurs. Oui. Eh bien, il semblerait que les auditeurs de Critflix se sont mobilisés, Ah. puisque Energy 12, 5e chaîne nationale. Mais non. Energy 12 devant TFX, devant TMC, devant C8, devant Arte, devant Fantastique. France 5. Bravo Énergie 12. 5e place, donc voilà, finalement on voulait la racheter la semaine dernière, ça va coûter plus cher maintenant. On dirait qu'on parle au petit gars qui est à côté du radiateur et qui d'habitude s'en sort pas trop, et cette fois-ci, tu vois, Exactement, il a eu un 14, alors du coup on lui dit allez, c'est bien. Exactement, Real Steel quand même, 760 000 C'est très téléspectateurs. bien. 5e place, ce soir-là c'est Koh-Lanta qui était en tête, suivi de la Doc et le Veto sur France 3. Et donc Real Steel à la 5e place, à noter à la 6e place du cinéma, là aussi avec Le Monde Perdu Jurassic Park, 630 000, mais quand même, Real Steel met 130 000 téléspectateurs dans la vue à Jurassic Park, donc c'est assez inattendu, parce qu'il n'y a pas cette notoriété, Ouais. mais je dirais qu'on y viendra dans ma chronique télé de la prochaine émission. Faut faire attention aussi aux rediffusions. Jurassic Park, on les a vus Ouais. et revus, Ouais. et là Real Steel c'est un petit peu moins connu. Et voilà, avec Mon Bébé, C8 arrive bien loin derrière, 470 000 téléspectateurs, ou premier de la classe sur W9, 517 000. Donc, vraiment, bravo les copains, c'est bien. Bravo, ouais. J'imagine toujours les gens qui ont pas l'habitude, là, ils tournaient autour de 200, 300 000 le soir, et là ils se lèvent un matin, bim, 700 000. Ouais, c'est clair. Ils doivent être super contents. C'est clair. Bravo pour vous. Le lendemain, mercredi 19, c'est l'école de la vie sur France 2 qui s'achevait, une série dont on n'a pas parlé sur Critflix, mais qui était assez intéressante et qui mériterait qu'on s'y attarde. À noter qu'en cinéma, la première chaîne, c'est Arte avec Casse-tête chinois qui fait 1 million de téléspectateurs. Bravo. Et le carton, mais encore une fois, on le dit, mais je pense que là, c'est le filon qui va être usé jusqu'à l'os de C8 avec Mongeville. On rappelle, Mongeville, c'est une série France Télé dont C8 a racheté les droits. Ils font 1,7 million avec Mongeville. C8, 4e chaîne nationale, devant France 3, qui, avec Faut pas rêver, son émission historique de documentaire, ne fait qu'1 200 000. Ils font presque 500 000 téléspectateurs de plus. Avec Mongeville à la 4e place, c'est énormissime. C'est juste derrière Top Chef, ça talonne Top Chef, alors que c'est des rediffusions. Et on en parlera peut-être plus tard, on disait notamment Balthazar, la série très populaire, qui appartient à TF1. TF1 a filé les droits à TV Braise, qui est dans le groupe TF1 également, qui fait des très bonnes audiences également sur le câble. Et on se rend compte que du côté de TMC aussi, on va avoir des anciennes séries qui vont arriver comme ça. Et comme quoi, la fiction française, les téléfilms,
ça cartonne. On le dit assez souvent, mais alors là, c'est vraiment flagrant. À noter The Circle, dont on avait parlé avec Tom Hanks et Emma Watson, qui a fait sur C-Star, qui est quand même pas, qu'on cite rarement dans le top des audiences, qui a fait quand même 530 000 téléspectateurs, ce qui est franchement pas mal du tout pour une chaîne comme C-Star. Et puis Énergie 12 qui est à l'avant-dernière place, un l'antépénultième place avec 301 000 téléspectateurs. Et c'est juste derrière, ils arrivent à la 4e place en partant de la fin, TFX avec manga, cosplay, kawaii dans les coulisses de la nouvelle folie des Français. Tu sais que je l'ai regardé. On en avait parlé, ça fait que 300 000 téléspectateurs. J'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs. Bah écoute, je l'ai regardé, juste regardé parce que le son était coupé, donc j'avais que l'image. non, j'ai regardé un petit bout et c'était assez respectueux quand même. On disait qu'on avait peur quand même que ça soit un petit peu exagéré. C'était assez respectueux. Malheureusement, les personnes que ça intéresse étaient déjà au courant des thématiques. Donc je pense que les gens ne sont pas restés devant. Et les personnes qui ne sont pas au courant sont sorties du sujet et pas intéressées. Et donc je pense que forcément, ça ne parlait ni à l'un ni à l'autre. Donc c'était très compliqué d'attirer le public. Mais c'était quand même c'était intéressant. Jeudi soir, c'était le lendemain du mercredi, ça c'est pas un scoop, mais c'est Léo Mattei qui est en tête, Jean-Luc Reichmann, voilà. Je n'ai pas d'avis sur la série, je l'ai jamais vraiment regardé. Maintenant, quand je vois les bandes annonces, je suis pas certain que les qualités d'acteur de Jean-Luc Reichmann soient sa première qualité, si je puis me permettre, ça joue un... Enfin bon bref, j'ai rien contre ce brave Jean-Luc Reichmann, mais voilà, je me dis toujours en le voyant jouer, un comédien aurait pu peut-être faire un petit peu mieux, mais bref, ça cartonne, 4 millions de téléspectateurs. 3e place, Pékin Express sur M6, c'était la finale avec la victoire de, attention spoiler, Xavier et Céline, le patron et l'employé, qu'on voyait vraiment partir de loin, et puis finalement ils l'ont emporté, 2 200 000 téléspectateurs. Et le premier film, ça va te faire plaisir David, c'est La Fureur du Dragon, 900 000 sur C8. Il y a vraiment des fans, et je pense que là, ils ont eu une très bonne idée, C8, d'aller ressortir Bruce Lee, parce qu'il y a longtemps que ça passait plus, ou sur des chaînes du câble, et là ils se sont dit on va tenter ça en prime, et ça cartonne. Donc, non, c'est très très bien. Et d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter, il m'a dit que ça avait été redoublé, les doublages ont été refaits, parce que malheureusement à l'époque, et c'est vrai que moi la VHS que j'avais de La Fureur du Dragon, Bruce Lee avait un accent. Le doubleur faisait l'accent asiatique. Et donc, pour un problème, je pense, de racisme clair, ça a été refait. Et puis par la suite, The Amazing Spider-Man, 650 000, juste devant Robin des Bois, 600 000, et Miss Détective, 424 000. Et puis, faut bien le dire, Énergie 12, 150 000 seulement, avec le Super Bêtisier avant-dernier. Mais tu sais, finalement, regarde, on en parle, en fait. Ils passent pas de cinéma, et en fait, vu qu'ils sont toujours bons derniers, on en parle à chaque fois. Exactement. Vendredi soir, Masked Singer s'effondre un petit peu, mais surtout carton de Cassandre sur France 3, on l'a dit, la fiction française, c'est le carton absolu, avec 5 200 000 téléspectateurs, c'est énorme. C'est énorme pour Cassandre sur France 3. Masked Singer à la 2e place, 3,4 millions. Le premier film, c'est Tanguy le Retour, 1,2 million sur M6. C'est pas terrible, mais ça tombe bien, le film ne l'était pas non plus. Sage-femme sur Arte, tiens, on a eu Sage-homme qui a cartonné chez nous, 715 000 téléspectateurs, et ensuite 310 000 pour France 5 avec Le Petit Coiffeur, et c'est Storage Wars sur C-Star qui ferme la marche avec seulement 132 000 téléspectateurs. Samedi soir, alors notre documentaire préféré, Tous les chanteurs s'appellent Michel, arrive 4e avec 1,4 million. C'est pas si mal. Et France 2, un téléfilm, on l'avait dit, ils avaient tenté ça en début d'année, on vous en avait parlé largement dans une chronique en janvier, et là ils ont retenté le coup, et 4,6 millions. 4,6 millions, pardon, c'est énorme, The Voice fait 3,6 millions, 1 million de plus que The Voice. C'est fou. C'est énorme, et la fiction française, voilà, ça cartonne, il n'y a rien à dire. Je suis content de voir que Frogger, le jeu vidéo grandeur nature, fait quand même ses 270 000 téléspectateurs. Ça peut paraître pas énorme, mais Gulli est devant W9, C-Star, Chéri 25 par exemple. Ah oui, donc ça prouve que c'est pas si mal. Oui, Gulli qui est plutôt dans l'entour des 100, entre 100 et 300 000, là ils sont vraiment dans leur fourchette haute. Donc c'est vraiment très bien. Et à noter encore une fois que les Rois du Rangement de Sister qui ont remplacé leur film font 100 000 téléspectateurs tout pile et sont à la dernière place. Donc pas sûr qu'ils aient bien fait d'arrêter de diffuser des Disney. Enfin hier soir, pour nous qui enregistrons à l'heure actuelle lundi 24 avril, c'était le fameux duel du dimanche soir avec Radin sur TF1 face aux 4 filles du Docteur March sur France 2. Eh bien, c'était attendu, mais quand même carton pour Radin qui fait 4 100 000 téléspectateurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas annoncé un score au-dessus des 4 millions pour TF1 en prime time le dimanche. C'est à peu près équivalent à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs près que ce qu'avait fait Radin en mai 2021. Deuxième place, c'est Enquête à
un Morecambe sur France 3 2,8 millions. Et donc, Les 4 filles du Docteur March en inédit arrivent à la 3e place, 2,7 millions. Mais c'est des scores quand même très encourageants par rapport à ce qu'on a connu avec Jumanji il y a 15 jours ou la semaine dernière avec Iron Man 2 qui a peiné à décoller sur TF1. Bien vu. C'était pas vraiment volontaire. Ensuite, Le Bateau sur Arte, 925 000 téléspectateurs, c'est franchement pas mal. On a Zone Interdite qui était intercalée entre les deux. Et le premier film de la TNT, eh bien, c'est L'Appel de la Forêt, qui fait 700 000 sur TFX. Donc il y avait 5 100 000 téléspectateurs le 1er janvier, peut-être des gens qui voulaient le revoir ou qui étaient passés à côté. Lara Croft Tomb Raider, 679 000, c'est vraiment à tout touche. Et la Zizanie sur C8, 597 000, suivi de Nanny McPhee et le Big Bang, 495 000. Et à la dernière place, eh bien, ça nous fait pas plaisir de le dire, mais c'est bien Énergie 12, avec 102 000 téléspectateurs pour leur émission Quotidien hors du commun. Dans tes news, tu vas nous parler d'une fusion, peut-être, une fusion de chaînes, apparemment, tu en aurais... Alors, c'est une rumeur dont on a parlé sur Internet. Vous savez que Canal a racheté OCS. Ça a fait grand bruit au moment où c'est arrivé. Entre-temps, OCS a perdu les droits d'HBO. Et donc, c'est vrai que le catalogue OCS est peut-être pas plus aussi attrayant pour les téléspectateurs. Du coup, nous avons appris qu'il serait possible, envisagé en tout cas, que Ciné+ fusionne avec OCS. Ciné+, vous le savez, c'est la version, on va dire, ce sont les chaînes cinéma de Canal+, qui interviennent dans une diffusion quelques mois plus tard. C'est-à-dire que c'est la deuxième fenêtre de diffusion d'un film, après Canal+, et OCS, il y a Ciné+. Donc il y a des rumeurs, des infos qui circulent sur Internet, qui voudraient que OCS et Ciné+ fusionnent. C'est vrai qu'il y avait une petite concurrence entre elles, même si OCS était distribué par Canal+. Mais là, globalement, maintenant qu'ils sont toutes les deux dans l'offre Canal, on voit plus trop l'intérêt de les dépareiller l'une de l'autre. Et donc, il est possible que dans quelques semaines, on nous annonce l'arrivée d'OCS+. OCS+, qui pourrait donc, ça s'appellerait OCS+, qui serait donc le mélange des deux, et qui pourrait permettre sans doute d'avoir une plus large offre avec les films OCS, les films Ciné+, plus les séries OCS. C'est surtout ça. Donc, sachant qu'aujourd'hui, les deux offres sont à part, je pense qu'on pourrait être assez agréablement surpris, parce que, mine de rien, ça coûte cher d'avoir et OCS, et Ciné+. Là, ça permettrait aux deux groupes de fusionner, et donc je pense que ce serait à l'avantage du téléspectateur qui, sans doute, payerait moins cher. Ça serait quand même dommage de perdre la marque Ciné+, parce que c'est vrai que les gens sont quand même accrochés à ça, alors que CS, Ciné+, moi ça me fait plus penser à du cinéma qualitatif, alors que CS, c'est ce côté un peu plus jeune, un petit peu plus franchouillard, entre guillemets, quoi. C'est ça, et alors, il faut savoir qu'il y a déjà ça fait peut-être 10-15 ans que Ciné+ s'appelle Ciné+, avant les plus anciens, comme moi, se rappelleront peut-être que les chaînes cinéma de Canalsat s'appelaient Ciné-Cinéma. Oui. Il y avait Ciné-Cinéma, etc. Et c'est devenu Ciné+. Et c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'ils continuent d'appeler ça Ciné+. Mais c'est un peu une marque de fabrique chez Canal qui est un peu curieuse. C'est que quand Canal, par exemple, Canalsat et TPS ont fusionné, la chaîne de sport de Canal, c'était l'équipe TV. La chaîne de sport de TPS, c'était Infosport. En termes d'infos sportives. Et bien quand les deux ont fusionné, Canal s'est séparé de l'équipe et a transformé Infosport en Infosport Plus. Télétoon, c'était la chaîne emblématique de TPS pour les enfants. Sur Canalsat, on avait plutôt Fox Kids, Disney Channel, Cartoon Network. Quand Télétoon est arrivé sur Canal+, ils l'ont renommé Télétoon Plus en mettant que des programmes Canal. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une marque de fabrique de Canal. Quand ils récupèrent les droits, ils s'approprient vraiment le nom en disant maintenant c'est à nous. Alors à noter, je sais plus qui est-ce qui a mis ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça l'autre jour, qu'il faut se méfier parce que OCS+, visiblement, ce serait le nom d'une marque de meubles en Finlande. Donc il faudrait vérifier que la marque est bien disponible et n'est pas apposée. En tout cas, ça pourrait être une petite révolution parce que Ciné-Cinéma et Ciné+, ça existe depuis les années 90 et depuis la création de ces chaînes qui diffusent en général le cinéma entre 12 et 18 mois après la sortie du film, selon la nouvelle chronologie des médias, ce qui fait que ça devient de plus en plus intéressant de regarder du cinéma sur Ciné+, parce qu'il y a des films de plus en plus récents. Donc, affaire à suivre. Allez, on s'en va de la télévision, on s'en va du cinéma, on va passer à la radio, et tu vas nous parler des audiences, en fait, de ces 3 derniers mois. Oui, alors c'est un moment vraiment charnière dans la radio, puisque vous savez, les audiences tombent tous les 3 mois. Là, on a eu le sondage donc, de cette première partie d'année, qui va être essentiel pour les programmateurs radio pour créer leur grille de radio de la rentrée, puisque la prochaine vague de résultats
elle va arriver fin juillet. Et fin juillet, c'est trop tard. On a déjà les nouveaux animateurs, on a déjà les nouvelles émissions. Et donc là, c'est vraiment toujours le point audience radio le plus important de l'année. Eh bien, malheureusement, le premier constat, c'est de dire que le média radio perd presque 500 000 téléspectateurs. 462 000 radiospectateurs, auditeurs, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Le média radio perd donc de janvier à mars 462 000 auditeurs. C'est beaucoup. Et surtout qu'à chaque sondage, c'est en perte. Autant la télévision s'en sort encore largement bien face aux plateformes, au cinéma, au DVD, etc. Autant la radio, ça devient de plus en plus compliqué. On a notamment des grandes radios historiques qui se retrouvent avec des soirées entre 0 et 1000 auditeurs en France. Alors il faut rappeler encore une fois que les sondages sont très particuliers. C'est du sondage téléphonique, on n'a pas un boîtier comme Médiamétrie ou via nos box ou Internet pour mesurer les audiences. Mais là, c'est vrai que c'est une sacrée chute. À noter, la première radio de France, et de loin, c'est France Inter, qui a franchi le cap des 7 millions d'auditeurs. C'est absolument énorme, hein. Vraiment, ce qu'on retient sans doute le plus, c'est que 462 000 auditeurs ont quitté, encore une fois, je le disais, le monde de la radio. Néanmoins, 71,4% des sondés, donc par extension des Français, ont écouté au moins une fois la radio quelques minutes par jour entre janvier et mars. Ça veut pas dire écouter une émission en entier, mais ça veut dire au moins allumer l'autoradio dans la voiture et entendu passer un truc. Donc, c'est pas mal. Ça fait quand même 70% des Français sondés. Encore une fois, c'est un sondage, hein, on n'a pas preuve que tout le monde dit la vérité. Si quelqu'un veut dire qu'il a écouté tous les jours Radio Classique alors qu'en fait, il assume pas d'écouter les grosses têtes, on peut pas vérifier que c'est vrai ou pas, par exemple. C'est quand même une sacrée chute. Alors, je vous le disais, France Inter est en tête, 12,6% de part d'audience. C'est une performance vraiment historique. Et du côté de la maison de la radio, on s'est vraiment réjoui, puisque jamais ce cap de 7 millions depuis 2002 et la mesure des audiences n'avait été passé par France Inter. Donc ça, c'est vraiment un score important. À la deuxième place, c'est RTL. Alors, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est ma radio de cœur. J'adore RTL, qui est en baisse, qui descend à 10,1%. Il faut se dire que pendant très longtemps, France Inter et RTL se faisaient la guerre, et surtout pendant des années, jusqu'à il y a 4-5 ans, RTL était première radio de France. Et là, il y a de nouveau une baisse de 0,5 points. RTL arrive à 10,1%. Et en plus, peut noter qu'il y a aussi un recul de Fun Radio. Je le dis parce que Fun Radio et RTL, c'est le même groupe, ça appartient à M6. M6 possède RTL, RTL2 et Fun Radio, et qu'on a une baisse de ces deux radios. C'est aussi une baisse pour Skyrock. C'est vrai que c'est une radio qui parle beaucoup aux gens de notre génération. Moi, j'ai jamais été très rap, j'ai jamais beaucoup écouté. Maintenant, Skyrock, c'est un petit peu un public différent, mais qui est aussi baisse de 0,4 points, ce qui est beaucoup. Point de vue stabilité, on a Énergie, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chanson, et même un tout petit léger frémissement, on va dire, du côté d'Énergie, mais qui est quand même bien loin d'être première radio de France telle qu'elle avait été à l'époque. On peut dire aussi que la plus forte baisse par rapport à la vague janvier-mars 2022, c'est France Info. France Info qui descend à 8,9. C'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine avait entre guillemets boosté les audiences de la radio. Et puis France Culture aussi qui perd des points. Enfin, la bonne nouvelle, c'est Europe 1 qui cesse sa chute aux enfers qu'elle avait. Alors la bonne nouvelle pour eux, hein, nous on est assez friands de culture média, cette émission qu'on aime beaucoup qui traite des mêmes sujets qui nous passionnent, mais c'est vrai que Europe 1 qui pendant un temps était la troisième radio derrière RTL et France Inter, qui s'est complètement effondrée il y a quelques années. Depuis 2015, hein, ça chutait depuis 2015, et là ça se stabilise enfin à environ seulement 3,9% d'audience, qui est loin d'être énorme. Juste devant, on a RMC à 5,6. À noter que Europe 1 est passé en partie sous le giron de Vincent Bolloré, président de Canal+, et qu'on retrouve beaucoup de gens de CNews sur Europe 1, Romain Desarbres notamment dans Europe 1 Midi, Laurence Ferrari dans Punchline, et là on a appris, c'est la grosse info Mercato Radio, que Pascal Praud devrait quitter RTL pour aller sur Europe 1. On rappelle que l'heure des pros qu'il anime sur CNews cartonne, et du coup c'est vrai certains ont un peu la crainte vraiment d'une radio qui idéologiquement serait plus marquée que la grande Europe 1 qu'on a pu connaître. Alors c'est pas qu'elle serait plus petite, mais c'est vrai que Europe 1 risque d'être marquée politiquement un petit peu plus. Donc voilà pour ce sondage radio, vraiment très important. Et puis je pense que en juin, dans une émission, on vous donnera peut-être un petit peu les grilles de rentrée, vous dire le mercato qui change de radio, qu'est-ce qui se passe pour essayer de booster un peu les audiences. On pense notamment à RTL, les grosses têtes qui reculent, ils sont toujours largement leaders sur leur casse, par contre c'est un carton, mais ça marche un tout petit peu moins bien. Et puis aussi l'essor des podcasts, hein, on va pas se mentir, comme On la raconte sur Europe 1, c'est diffusé tous les après-midi à 14h, mais ça explose tous les chiffres en podcast. C'est le cas aussi de l'heure du crime qui est en face, 14h30 sur RTL. Il y a vraiment la radio
perd des auditeurs, mais pour beaucoup au profit des podcasts. Et moi, le premier, c'est vrai que j'écoute Culture Média presque tous les jours, mais je dirais que au moins 2 fois sur 3 en podcast, c'est rare que je sois parce que voilà, je travaille et que je peux être derrière la radio à ce moment-là. À voir, mais voilà, une news assez dense, mais assez intéressante, je trouve. Aussi. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire un sujet sur la radio et sur la perte de la radio aussi, Carrément. savoir pourquoi les gens n'écoutent plus la radio. Bon, on connaît la réponse, mais ça peut être intéressant de l'exploiter et d'essayer de voir au maximum pourquoi vous n'écoutez plus la radio d'ailleurs. Vous de votre côté aussi. On va finir avec le dispositif de France Télévisions à Cannes. On vous en a parlé pendant le sujet principal, on y revient à la télévision. Effectivement, le festival de Cannes, c'est l'événement. Pendant des années, c'était Canal+. On a ces souvenirs du Grand Journal à Cannes, notamment avec Michel Denisot. Et bien là, on a appris que plusieurs émissions de France Télé vont se délocaliser pour l'événement. Alors, n'oubliez pas, cérémonie d'ouverture et de clôture évidemment en direct sur la chaîne et dans certaines salles de cinéma, en tout cas pour l'ouverture. Mais la première des émissions à se déplacer, C'est à vous, qui est l'Access Prime Time de France 5. C'est à vous est en 2 parties. La première partie va rester à Paris, c'est Émilie Tran Nguyen, qui est aussi la présentatrice du 12-13 à midi sur France 3, qui va rester à Paris pour la première partie, avec Mathieu Béliard et Mohamed Bouafsi, et Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy, mais surtout Pierre Lescure, Monsieur Beaugeste, Forcément. qui est aussi chroniqueur sur France 5, vont être à Cannes pour la deuxième partie de l'émission. Évidemment, l'émission Beaugeste du dimanche soir sera largement consacrée au festival, on s'en doute, hein, c'était d'ailleurs l'objectif de l'émission, ils l'ont dit, ils l'ont lancé très longtemps en avant pour une sorte de montée en puissance crescendo jusqu'à Cannes. La chaîne Culture Box, canal 14 de la TNT, alors on dit ex-France 4, mais c'est toujours France 4 la journée. Donc bon, Culture Box va dédier beaucoup de soirées à Cannes. On n'a pas encore trop de détails, hein, puisque faut rappeler que la quinzaine, ça commence que dans 3 semaines. Donc les programmes télé, on les a actuellement jusqu'au 12 mai, grâce à notre programme télévision. Exactement. Et du coup, on n'a pas encore la suite. Il y aura une offre enrichie sur France.tv. Et au cœur du festival, vous aurez 2 émissions. La première, c'est la Grande Librairie. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, puisque c'est une émission littéraire, mais qui va aussi traiter du cinéma. Et puis c'est ce soir, l'émission Débat de France 5, en deuxième partie de soirée. Et à noter que de nombreux journalistes seront en duplex et interviendront dans Télématin, tous les matins sur France 2, dans la matinale de France Info, canal 27 de la TNT, dans les JT du week-end sur France 2, dans les JT semaine sur France 2 et sur France 3. Et encore une fois, c'est à vous la suite. Puis une couverture vraiment spécifique sur les antennes de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, du lundi 15 donc au samedi 27 mai. Puis voilà, dimanche en politique qui aura pour thème le cinéma par exemple. Il y aura vraiment un gros dispositif. On va guetter, compter sur nous les audiences de tout ça, pour vous dire si le festival de Cannes a un effet dopant. Ça arrivait au Grand Journal notamment, les gens regardaient plus parfois quand c'était à Cannes, et puis parfois ça avait aussi un peu l'effet inverse. Les gens étaient un peu blasés du festival et du coup ils disaient on va attendre qu'ils reviennent en plateau pour traiter de sujets plus lambda. Vaste question, vaste débat, on verra tout ça dans quelques semaines. Et on n'oublie pas surtout qu'il va y avoir aussi des films qui vont arriver sur France Télévisions dédiés aux anciens festivals de Cannes. Et pareil, on vous fera une petite sélection si on arrive à choper les infos et on vous dira tout ce qui sera disponible pendant le festival. Eh bien écoute, il nous reste plus que le programme. Hein. On aura fait un speedrun là sur cette émission, mais en tout cas on y est. Je te laisse parler du programme qui va arriver sur les semaines à venir. Programme télé du samedi 29 avril au vendredi 5 mai, avec au milieu, vous savez, c'est ma passion, un jour férié. Le 1er mai, fête du travail. Qui tombe à lundi. Qui tombe un lundi et qui va nous entraîner quand même pas mal de films à la télé. On va commencer par le samedi 29 avril, avec pas de film en prime time à la télé. Vous savez, il y avait juste le téléfilm de Sister qui s'est transformé en roi de la rénovation, peut-être pas pour longtemps avec leurs 100 000 téléspectateurs. Ça n'a pas rénové la chaîne en tout cas. Non, ça c'est clair. Mais en tout cas, un film sur Canal+. Et c'est assez rare le samedi soir, et ce sera un film très familial pour commencer ce long week-end de 3 jours, puisque ce sera Buzz l'éclair, première diffusion de ce film sorti en juin dernier, qui est l'un des plus gros flops de l'histoire des studios Pixar, il faut bien le dire, malheureusement. Et des plus gros flops de 2022. Et des plus gros flops de 2022. J'avoue qu'il m'a pas transcendé, mais je peux pas dire non plus que j'avais trouvé que c'était mauvais. Mais il méritait peut-être pas de faire si peu quand même. Il méritait pas de faire si peu. Moi j'avoue que je l'ai pas mal oublié. Je me souviens de pas mal de thématiques, mais ce serait difficile de vous citer le film de bout en bout. Néanmoins, première diffusion sur Canal, ça veut aussi dire première arrivée sur MyCanal pour le film, donc si vous l'avez manqué, vous pourrez largement le revoir. Sur TF1, dimanche 30 avril, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On diffuse 2 films, et ça c'est l'événement.
Merci, bravo TF1, on vous a assez raillé là pour vos programmations un peu bizarres sur les films de super-héros ces dernières semaines. Et bien là, on va avoir droit à un film inédit à la télévision. Dis donc, une veille de jour férié, il nous ferait presque un dimanche de Pâques, un mois après Pâques, enfin 3 semaines en tout cas. Et ce film, c'est Apprenti parent. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce film ? Alors attends. Je vais te laisser peut-être taper sur Google Apprenti parent, parce que effectivement, ça fait partie de ces films qui ont bidé en salle. Oui, il est très bien. C'est une merveille, vraiment. Avec écoute. Mark Wahlberg, et Rose Byrne, vraiment. Voilà, je le dis, regardez-le, c'est génial. Apprenti parent. C'est un film de Sean Anders, c'est ça ? Avec Isabella Moner qui joue d'ailleurs Dora l'Exploratrice, voilà la version. Exactement, et avec Mark Wahlberg et Rose Byrne. Et c'est un film qui n'avait fait à sa sortie le 1er juillet 2019 que 114 000 entrées. Oh, c'est dommage. Énorme flop en salle. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est hyper bien noté partout sur internet. Oui, il est top. Les gens ont l'air de dire que ce film est super bien. Et ben ça me fait plaisir de le voir débarquer comme ça sur TF1 un dimanche soir, le dimanche 30 avril. À noter quand même que si vous n'êtes pas devant la télé ce jour-là, le film est disponible actuellement sur Netflix et sur Paramount+. Ça peut être utile si vous voulez le voir. Mais en tout cas, les critiques sont excellentes. Et enfin, de l'inédit. Et puis, c'est assez original. Alors, je sais pas, tu veux peut-être nous parler plus du speech du film. C'est visiblement, si j'ai bien compris, l'histoire de Peter et Ellie qui veulent devenir une famille et qui vont adopter 3 frères et sœurs, dont une adolescente un peu rebelle de 15 ans. Bah c'est ça, parce qu'en fait, à la base, ils ne veulent qu'un seul enfant, mais ils sont obligés de prendre les 3 en fait pour pouvoir adopter. Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent avec 3 enfants d'âge différents, sans avoir de maîtrise en fait de ces âges-là, ces différents âges-là. Ils ont 3 tempéraments complètement différents en plus, et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça prend à bras le corps l'histoire de l'adoption et surtout de la façon dont les parents et les enfants peuvent réagir en fait aussi à l'adoption, etc. Et vraiment Mark Wahlberg, on le connaît pour certains rôles un peu bon, un peu beauf, mais là, il prouve qu'il est un bon acteur. Il a eu 2-3 rôles comme ça dans sa carrière où il prouve qu'il est quand même un bon acteur et qu'en fait le mec fait juste ce qu'il a envie quoi. Quand il a envie de faire un nanar, il en fait un, et quand il veut faire un film un petit peu plus profond, il en fait un aussi. Et là, c'est vrai qu'on dirait plutôt une comédie familiale et ça se rapproche quand même tout doucement de la comédie dramatique. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très chouette. Je suis vraiment content que tu l'aies vu parce que moi, ne l'ayant jamais vu, je savais pas ce que ça donnait. Et globalement, j'ai fait vraiment un retour sur la plupart des critiques que j'ai vues. Et vraiment, ce qui ressort, c'est ça. C'est que c'est à la fois inattendu, émouvant et souvent hilarant. C'est ça. Donc c'est drôle et voilà, c'est chouette. Donc on espère qu'il y aura une prime à l'audace, que ça fera plus que radin, peut-être pas, mais en tout cas que ça fera un bon score. Si ça peut faire les 3 millions, franchement, ça peut déjà être chouette. Et de l'inédit aussi en deuxième partie de soirée sur TF1, mais c'est un film que j'avais vu sur TF1 Série Film en prime time il y a 1 an et demi, je crois, puisqu'à 23h20, vous retrouverez Game Night. Est-ce que ça te parle, ce film-là ? Oui, c'est avec le groupe de copains qui se fait un espèce de jeu grandeur nature et ça part en vrille. Exactement. C'est génial aussi. Et moi je trouve que c'est un film de 2018, c'est avec Jason Bateman, alors c'est bien le type de film dans lequel il joue, et je trouve ça quand même vachement audacieux pour TF1, première chaîne d'Europe très familiale, de passer ce genre de film. Alors c'est effectivement une histoire de jeu entre amis, une sorte de murder party autour d'un faux kidnapping qui va dégénérer. C'est ça. Et c'est assez surprenant, on se laisse prendre au jeu, pour le coup je l'ai vu. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais c'était assez fun en fait, parce que on n'arrête pas de se demander ce qui va se passer, ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est surtout ça en fait, c'est que voilà, ils sont vraiment pris dans le jeu, et en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a peut-être pas que du jeu dedans quoi. Et donc c'est vrai que c'est quand même très très drôle. Donc c'est assez original, vraiment. Chapeau TF1. On n'a pas dit ça avec votre Iron Man et vos rediffusions de films de 2021, mais là pour le coup une soirée 100% inédite sur la chaîne, une veille de jour férié, ça peut vraiment être très cool. En plus moi je suis en vacances le lendemain, donc je sais plus si je bosse ou pas, mais il est fort possible que si je ne bosse pas, je sois devant ma télé pour les 2 films, parce que les 2 sont vraiment chouettes. Ouais, puis enchaîner les 2 ça peut être cool, je pense. C'est complètement différent, mais ça reste quand même dans un registre américain. Plaît pas à tout le monde, mais moi je sais que je suis assez Si vous entendez ce podcast, vraiment faites-en de la pub autour de vous, parce que c'est 2 films qui méritent de faire des audiences. France 2 pour le coup c'est de la contre-programmation sans le vouloir, puisqu'on rappelle, Manuel Alduy nous le disait dans l'interview, les chaînes n'ont pas le droit de se consulter. C'est ce qui avait fait cette bizarrerie en 2020 ou 2021, je crois qu'on en avait parlé, de 2 Bridget Jones sur TF1 et sur France 2 le dimanche soir, et que France 2 avait eu l'autorisation du CSA de déprogrammer dans l'intérêt des téléspectateurs. Là pour le coup c'est très différent, et je pense que ça risque d'arriver en tête des audiences. C'est Médecin de campagne qui avait cartonné avec François Cluzet. Effectivement, regardez le Palma Show.
sur France 2. Et pas de deuxième film sur France 2, puisque derrière, c'est Beau Geste, vous en avez l'habitude. Forcément. Sur Arte, La Tour Infernale, un classique, des années... Pas Montparnasse. Hein. Non, La Tour Infernale tout court. Sur Canal+, novembre, on en a déjà parlé il y a quelques jours, il repasse en prime time, donc je pense que la chaîne capitalise beaucoup sur ce film récent de Jean Dujardin. C8, assez original, parce qu'on se rappelle que tous les dimanches soirs, il nous passe plutôt des vieux films, un classique. Et là, c'est Premières Vacances, avec Jonathan Cohen et Camille Cotin. Ouais. Non, pas Camille Cotin, c'est... Camille Chamou. Camille Chamou, qui présentait Cannes Série d'ailleurs. Exactement. Premières Vacances sur C8, c'est assez original pour un dimanche soir. Il est passé il y a quelques semaines sur une autre chaîne. Tu nous en as parlé. J'en ai parlé parce que quand j'ai parlé de Cannes Série, c'était pas dans mon programme télé. Sur TFX, Jurassic World, donc ils ont déplacé leur jour de diffusion, c'était pas les dimanches soirs qu'on avait précédemment. Vrai. Donc là, vu que c'est férié puis que le film est récent. Ouais, je pense que c'est pour ça que ça vient le dimanche soir. Et sur Sister, pour un soir de férié, c'est les Goonies. Trop bien. Donc vraiment bien. Et c'est suivi d'un téléfilm qui s'appelle Jack Hunter et le trésor perdu d'Ugarit. Est-ce que tu connais les Jack Hunter ? Moi, je connais pas du tout, mais visiblement, c'est des films d'aventure, un petit peu à la Flynn Carson, un peu décalé, un peu marrant, et j'avais jamais entendu parler de ça. Et moi, j'adore quand une chaîne passe à la télé un soir, un film dont j'ai jamais entendu parler. Bah oui, complètement. Donc, c'est chouette. Je vais faire un petit tour du côté d'OCS Max, qui ce soir-là passe un de mes films préférés d'animation, c'est Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. Je n'ai jamais vu, tu sais. J'adore. J'ai le Blu-ray, ça va finir encore à Chambert cette affaire. Mais tu pouvais essayer de ne pas filer mon adresse à tout le monde, je t'en serais reconnaissant. Ça va finir encore dans la Nièvre cette affaire. Voilà, comme ça maintenant, ils ont aussi le département. En tout cas, Apprenti parent, suivi de Game Night, Médecin de campagne, La Tour Infernale, novembre, Premières Vacances, Jurassic World, Les Goonies, Fantastic Mr. Fox. Je trouve que ce dimanche 30 avril est vraiment cool. Très très chouette. Peut-être un peu trop d'ailleurs, va falloir choisir. Ouais, c'est ça, va falloir choisir. Lundi 1er mai, lundi 1er mai, on va parler de films en journée. Et ça, c'est chouette, c'est ma passion. Petit goût de vacances. Petit goût de vacances, petit goût de Noël. Petit goût de Noël. Et sur TF1, à 14h, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Apprenti parent. Oh putain. On vous dit bravo et juste derrière vous nous faites un truc comme ça. Bon voilà. Non mais si ils nous font une Jumanji. Une Jumanji quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour les gens qui l'auront loupé la veille, c'est bien de pouvoir le revoir. C'est un film qui se place très bien à cette heure-là, hein, vraiment. Hein. Et justement, si la veille vous avez choisi un autre film, vous pouvez le rattraper le lendemain à 14h. Ouais. Puis, ce sera suivi d'un été à Chamry, qui est un téléfilm américain qui visiblement moi j'en ai jamais entendu parler, mais je pense que c'est un peu dans la veine des téléfilms de Noël, mais pas à Noël. On était à Chambéry. À Chamry. Chamry. Je vais interroger mon téléprogramme de semaine. J'ai un été à Chamonix, un été à Chambéry. C'est pas ça? C'est un été à Channing. CHA2NING. Et en fait, apparemment, c'est un peu un téléfilm de Noël, mais pas à Noël. Et je pense que ça va bien, pour un jour férié, ça va bien s'enchaîner. Voilà, en prenant le café à table. Sur M6, on a Le Témoin amoureux en ce lundi après-midi. Est-ce que ça vous parle, Le Témoin amoureux ? C'est un film avec Patrick Dempsey et Michel Monaghan. En fait, c'est vieux ça. Ils sont meilleurs amis. C'est de 2008. Ils sont meilleurs amis. Et elle va partir quelques semaines en vacances et Patrick Dempsey, en voyant Michel Monaghan s'en aller, va être super triste. En fait, il va se dire mince, c'est ma meilleure amie, mais je suis amoureux d'elle. Allez, quand elle revient, je la demande en mariage. Pas de bol. Au moment où elle revient, elle lui dit j'ai rencontré quelqu'un, je crois que c'est en Écosse qu'elle est partie, et je vais me marier, je veux que tu sois mon témoin. Et du coup, c'est une comédie romantique vraiment un peu à l'ancienne, à la Le Témoin de mon meilleur ami, des choses comme ça. Et pour le coup, ça a se rend compte que le mec est un ça a gros été con, très peu diffusé à la télé. Et c'est assez original parce que pour le coup, quand il nous passait la dernière fois, c'était Seul au monde. Oui. C'est vrai que là, c'est moins connu. Par contre, le film n'est disponible, j'ai vérifié, sur aucune plateforme. Donc si vous voulez le voir, et ça, du coup, j'allais dire c'est cool, non, parce que ça vous empêche de le revoir, mais quand même, ça vous incite... Ça crée un effet de frustration et t'es obligé d'aller voir la télévision. Qui vous incite à le regarder. Et sur Sister, vous allez avoir Stitch le film, suivi des deux films Nanny McPhee diffusés les dimanches soirs. Donc on se souvient que Sister avait cartonné le lundi de Pâques avec Top Gun d'ailleurs. Et Stitch le film, encore une fois, qui a été diffusé. Ouais, un samedi soir sur Sister. Et je voulais quand même faire un petit coucou du côté de Canal+, qui a préparé une sacrée journée de cinéma, puisque pour eux maintenant, jour férié, c'est cinéma toute la journée, il n'y a plus d'émissions. Très bonne idée. Et juste le programme, 6h30 Buzz l'éclair du matin, 8h15 le secret... Ah oui, ouais, faut se lever tôt. Ouais, faut se lever tôt, ouais. 8h15 le secret de la cité perdue, 10h05 Top Gun Maverick, midi 10 Blacklight, 13h50 Moonfall,
et 16h novembre. Et après, ils reprennent leurs émissions. Mais quand même, ça fait plus de 12 heures de cinéma à la suite. Donc c'est vraiment, pour les abonnés, c'est vraiment cool. Ouais, complètement. Le soir du 1er mai, vous allez retrouver Pourquoi je ris. C'est une rediffusion du téléfilm qui traitait de la vie de Grégory Le Marchal. Ah oui. On en avait parlé à l'époque. J'avais pas trouvé ça incroyable. Et puis j'avais trouvé vraiment... Enfin, il y a un moment, Grégory Le Marchal est dans un supermarché, dans un rayon CD. Et en fait, on voit que c'est des CD sortis en 2020 derrière 2021. On n'avait pas ça dans Vortex, par exemple. Je trouve que le travail de la script, c'est aussi important d'avoir une cohérence. Et là, pour le coup, c'était pas trop le cas. Mais qui est rediffusé ce soir-là. France 3, ce sera Une famille à louer. Arte, Le trésor de la Sierra Madre. W9, Rocketman. Oh. W9, Rocketman. TMC, Independence Day. J'allais dire, il faut s'attendre aux 2 la semaine d'après. Eh bien non, vous verrez que ce sera pas le cas. C-Star, Le dernier loup de Jean-Jacques Hano, qui est quand même un film assez pointu sur une chaîne comme C-Star, c'est plutôt chouette. Et sur l'équipe 21, enfin sur la chaîne l'équipe, pardon, on en parle assez peu souvent, mais du cinéma avec Mission Évasion, avec Bruce Willis. Ah bah dis donc, c'est pas du direct ou VOD ça? Oh, c'est possible, ou alors c'est sorti un peu en salle et pas longtemps. Le mardi 2 mai, c'est pas du cinéma, mais c'est toujours un événement qui fait énormément d'audience, c'est le nouveau Rendez-vous Inter-Inconnus. Il y en a que 2 ou 3 par an. Ce sera avec Jarry au Groenland, présenté par Raphaël de Casabianca. Sur Canal+, le film du mardi, c'est L'école est à nous. On l'avait pas diffusé, ce film-là. Si on l'avait passé, moi je l'avais pas vu. Non, on l'a pas diffusé. Non, c'était sorti à peu près en même temps que La Cour des Miracles. Ouais, voilà, c'est qu'on c'est avait ça. diffusé. Ouais, c'est ça. W9, Mary Poppins, TFX. Le premier. Le premier, ouais. Le premier, donc c'est assez chouette aussi. TFX, Ce que veulent les femmes. Oh, dis donc. Que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je sais pas si ça a bien vieilli. Avec Mel Gibson qui en fait peut lire dans les pensées des femmes qui l'entourent. Et moi je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Moyen que ça soit plus trop à la mode. Donc je sais pas ce que ça a donné, mais bon. Sur Énergie 12, La colère des titans. Forcément, il y a eu le choc la semaine d'avant. Toujours les Chipmunks sur Gulli. Et sur Ciné Plus Frisson, Final Fantasy 9, non j'ai noté FF9, c'est Fast and Furious 9. Évidemment, puisque le 10 va sortir très bientôt en sortie nationale dans notre cinéma. Le film du mercredi soir 3 mai sur Canal+, c'est Don't Worry Darling. Oh, donc, très chouette, si vous l'avez pas vu, c'est une petite pépite quand même, j'ai beaucoup aimé. Tout à fait d'accord. Sur Arte, c'est un film sur la reine Elisabeth qui s'appelle Elisabeth avec Kate Blanchett, mais ce n'est pas la reine Elisabeth II, mais Elisabeth the First qui a vécu plusieurs siècles auparavant. C'est donc une fresque historique. TMC remet Burger Quiz au goût du jour, mais je suis désolé pour les fans, ce ne sera pas des inédits, mais bien des rediffusions. Sur TFX, le 3 mai, à noter que la région de Paris et de Toulouse, les régions de Paris et Toulouse sont toujours en vacances. Une soirée assez familiale, puisqu'il y aura The Mask en première partie de soirée, puis Le Fils du Masque dans la foulée. J'ai jamais vu Le Fils du Masque, il paraît que c'est nul, mais en tout cas, The Mask en prime time, c'est toujours à noter. Sister aussi fait une soirée spéciale famille avec Astérix et les Indiens, suivi d'Astérix et Cléopâtre. Sur TF1, Le Colosse aux pieds d'argile, jeudi 4 mai. C'est une fiction, un téléfilm qui traite d'abus sexuels, notamment dans le monde du sport, et qui avait eu beaucoup de prix. Au festival télé de Luchon, souvenez-vous, c'était en début d'année, on vous avait parlé du palmarès, et bien c'est Le Colosse aux pieds d'argile qui avait été sous le feu des projecteurs avec énormément de récompenses. Eh bien, il sera diffusé le jeudi 4 mai en prime time, en prime time sur TF1 pour sa première diffusion. Sur Canal+, ce sera un film qui s'appelle Raid 48. Est-ce que ça te parle, Raid 48 ? Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. C'est pas un Canal Première, ça ? Exactement. Ça devait être Raid 48 qui a été déprogrammé, ce direct to Canal, puisque Canal, entre-temps, a récupéré les droits d'Apple TV, et c'est le Morning Show à la place. Donc méfiez-vous, beaucoup de programmes télé papier annoncent Raid 48, alors que c'est le Morning Show. Pas eux. Et, du coup... donc voilà. Attention, sur Canal+, c'est le Morning Show le jeudi soir. Sur TMC, et enfin sur TMC, Star Wars, Rogue One. Donc c'est chouette, moi c'est vraiment un des meilleurs Star Wars qui a été refait. Et enfin, vendredi 5 mai sur Canal+, le blockbuster du vendredi soir, ce sera Jack Mimoun avec Malik Bentala. Tu sais que j'ai hâte de le voir parce que j'en ai tellement entendu du mal et tellement du bien aussi en même temps que je ne sais absolument pas quel avis avoir sur ce film, donc j'ai hâte de le voir. Exactement, moi aussi j'ai vraiment hâte de le voir. À noter que sur la chaîne Arte, alors c'est un peu plus original, vous allez avoir Le Mystère du Carré Noir, et c'est un film allemand. Et en fait, faut pas oublier que c'est une chaîne franco-allemande qui passe finalement beaucoup plus de films français qu'allemands, mais là c'est bien un film allemand, ce vendredi soir-là. Sur Gulli, Viens chez moi, j'habite chez une copine, comédie assez ancienne qu'on a du mal à imaginer. Je m'y fais pas à Gulli Prime. Sur Gulli, mais sur Gulli Prime, c'est assez surprenant. TF1 Série Film diffusera Shrek 2, et enfin... Le vendredi 5 mai, je vous invite à faire plaisir à notre ami David et à vous tourner vers la chaîne qu'on aime beaucoup, RTL9, qui diffuse du cinéma
tous les soirs en prime time et qui ce vendredi soir va vous diffuser le merveilleux, le grandiose, celui qui aurait mérité tous les Oscars selon votre serviteur qui est en face de moi et qui présente l'émission. C'est Green Lantern, évidemment. Green Lantern avec Ryan Reynolds, qui est le film coup de cœur de David, si je ne dis pas de bêtises. C'est mon plaisir coupable. Je connais assez peu le personnage dans les comics, mais je me dis que le film, en fait, s'il était sorti 5 ans plus tôt, il aurait peut-être un peu plus marché, j'ai l'impression, parce que il est arrivé dans un moment où il a commencé d'avoir plein de films de super-héros, et que c'est vrai que ça pouvait être un peu déstabilisant, mais moi, franchement, j'ai du mal à comprendre le bashing autour de ce film. Je le trouve plutôt cool. Je sais pas ce que je fais le vendredi 5 mai au soir, si, je vais venir voir Suzume, d'ailleurs, dans notre salle, voilà. Mais pourquoi pas en replay, un petit Green Lantern, que j'ai en Blu-ray, et que je suis fier d'avoir en Blu-ray, messieurs, dames. Je trouve que c'est une belle manière de clôturer l'émission. Malheureusement, moi je ne serai pas en France, donc je ne pourrai pas voir les films. Voilà, j'aurai des plateformes et j'aurai pas les bons programmes dessus. Mais voilà, avec plaisir, on ira regarder RTL 9. Mais pareil, je l'ai en Blu-ray Green Lantern. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce programme. C'était une émission dense, mais classique aussi en même temps. Hein, voilà, je savais pas quoi dire, donc merci. On conclut comme ça. On se dit à la semaine prochaine. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Et à faire parler de nous parce qu'on le mérite. Merci. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine, salut.